la mémoire, quand elle est trop confrontée à un traumatisme, ou en tout cas à une situation de violence ou euh, de maltraitance, comment ça fonctionne, comment réagit l'individu quand il est confronté à ça. Oui, alors chaque cas est singulier, donc ce que je vais développer sont des lignes générales, mais quand même des lignes assez fortes. Hein. On a beaucoup de choses en commun, on a des différences, des singularités, mais tout de même beaucoup de choses en commun. Et pour le dire de manière relativement simple, se souvenir, et en particulier d'éléments traumatiques, que ce soit des éléments traumatiques en plein, des abus, des violences, des agressions physiques, des humiliations, mais aussi des traumatismes en creux, des carences, des absences, des non-réponses de l'environnement à sa détresse. Bon. Se souvenir de ces éléments-là, pas des expériences passées satisfaisantes, proustiennes, mais se souvenir de ces éléments-là, traumatiques, c'est forcément souffrir ou ressouffrir. Et parfois, c'est pas simplement se souvenir, c'est pas des réminiscences, c'est des reviviscences, c'est-à-dire que le sujet rééprouve et réendure quasi comme antérieurement, avec autant de violence, autant d'intensité, l'effroi, la terreur qu'il a pris face à ces traumatismes. Et pour autant, oublier, tout oublier, faire le blanc, le vide, tourner la page, dénier même que ça existait, c'est se perdre. Donc le sujet va être confronté avec son tempérament biologique, avec son environnement, avec le psy qui l'accompagne, enfin avec tout un tas de choses, il va être confronté à ce dilemme. On ne peut pas lui reprocher qu'en tout cas, dans un moment aigu, alors qu'il a encore sidéré son psychisme par ce traumatisme, qu'il en subit les contre-coups, les vagues secondaires, les remous, les tourments, même si ce n'est pas la tempête dans le crâne, il y a quand même des remous. On ne peut pas lui en vouloir si son travail de mémoire est essentiellement de mettre à distance, de refouler, de réprimer, de folklore, de circonscrire, d'enquister, de dénier. Il y a toute une gamme plus ou moins importante en fonction de l'intensité du trauma et l'intensité du besoin de ne pas le rééprouver, le revivre, l'endurer. Donc on ne peut pas lui en vouloir c'en est fini de l'idée qu'on avait lorsque des sujets étaient traumatisés, que la cellule psychologique se précipitait et qu'il fallait que le sujet déverse, se purge, que ça aurait eu un effet cathartique. Non, ça avait fait un effet térébrant. Le sujet n'était pas en mesure de travailler, métaboliser, élaborer. Il revivait les choses et c'était plus traumatique qu'autre chose pour lui comme pour celui qui le recevait. Donc un certain nombre de dispositions sont maintenant à l'œuvre pour mettre à distance, circonscrire, bon, et ne pas favoriser une véritable hémorragie d'hémophile qui serait de revivre sans cesse, sans fin le trauma. Bon. Mais pour autant, et je répète que le livre de Philippe Lançon est pour moi un témoignage très émouvant et très sensé, très singulier, très pointu sur le fait que, attention, à force de mettre à distance, à force de blanchir, on va se perdre. On va se perdre dans ce qui a été un élément existentiel majeur. Mm. Et qu'il faut que le travail de mémoire, après coup, puisse se faire comme le travail de rêve, comme le travail de deuil, comme le travail de créativité. C'est toujours après coup, au moment de la descente ou de la remontée, les artistes le disent bien, qu'on revisite les lieux du Mm. crime, les lieux du désastre, les lieux de l'effroi, etc. Et qu'il vaut mieux le faire accompagner à ce moment-là. Et que ce qui intéresse l'observateur, le psy ou l'ami, ou bon, dans des dispositions différentes, celui qui offre sa disponibilité, son appareil psychique à l'autre pour penser les choses, celui qui lui offre son visage comme étant un miroir de ce que l'autre va s'y voir refléter d'effroi ou pas, ou de calme ou de contenance. Enfin bon. Ce qui est important pour cet observateur singulier,
important qu'il soit là, pour ne pas le laisser dans la solitude d'eux, et l'accompagner dans cette revisitation de la solitude. Ce qui est important, en tout cas pour le psy, c'est pas ce qui est obtenu là au coup par coup. Ce qui est important, c'est le mouvement, le processus, la dynamique, la perspective. Est-ce que le sujet récupère des ressources internes à partir d'expériences satisfaisantes passées dans sa mémoire pour travailler le matériau brûlant ou glacé, du trauma en plein ou en creux? Est-ce qu'il fait quelque chose de ce qu'on a fait de lui? Y compris en se racontant des histoires. Je ne suis pas contre le fait que la narrativité, là, vienne suppléer ce qui peut être et ce qui peut demeurer hors sens. Bon. Donc voilà comment je conçois un peu trop rapidement, comment la mémoire peut fonctionner après un trauma et comment il conviendrait d'accompagner ce travail de mémoire sans aller dans les fractions, dans le retournement de la mémoire, mais en accompagnant quand même la vitalité de cet organe essentiel. Pourquoi ? Philippe Lançon le dit bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oublier totalement, c'est risquer de se perdre, c'est-à-dire de perdre la continuité avec soi-même, avec ce qu'on a été, quels que soient les affres dans lesquels on a été. Ça reste nous, quoi. Ce qui est vivant, c'est nous dans l'ensemble de notre configuration. C'est pas simplement dans les moments héroïques. Y compris nous dans cette terreur, dans cette impuissance, dans cet effroi, dans cette absence de réponse. Il faut tenir la main à l'enfant, parce que dans le trauma, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans une situation d'impuissance infantile. Donc il faut tenir la main à cet enfant dans le KGB, à cet enfant dans le noir, il faut lui tenir la main, il ne faut pas le laisser seul, il faut que l'adulte qu'on est devenu lui tienne la main et puisse l'accompagner vers une sortie, vers la lumière, voilà. Et je le répète, cette sortie-là, ce n'est pas la recherche de la vérité historique. La vérité n'existe pas, il y a une part de vérité, plus ou moins subjective, importante, sa vérité. Je pense que le travail de mémoire va permettre de créer, comme chez tout le monde, une vérité acceptable, tolérée parce que tolérable. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop éloignée de ce qui a eu lieu, mais qu'elle puisse bénéficier d'un certain nombre d'accommodements, que cette vérité soit mouvante, fluente, en fonction de ce que le présent requiert du sujet. Oui, je ne suis pas contre. C'est là qu'on peut expliquer peut-être le clivage, peut-être les tensions qu'il peut y avoir entre des historiens et des témoins, ou des héritiers de témoins, des enfants de témoins, oui. Qui peuvent être sur oui. une dichotomie entre mémoire et histoire, entre un savoir oui. académique, scientifique. Oui. Je crois que, sans dénigrer bien sûr le témoignage des enfants ou des affidés, il est éminemment marqué par la subjectivité, et pourquoi pas, je n'ai rien contre la subjectivité. Je veux prendre la subjectivité maximale, je considère que c'est une objectivité, cette subjectivité maximale. Pour autant, ce n'est pas trahir quiconque de dire qu'ils sont tenus par une filiation, et peut-être une communauté de détresse, ou de déni, ou une communauté d'historiographie, enfin bon, une communauté, bon. Donc elle est partielle, elle est une vérité, cette filiation affective est une vérité, bon. En face, la neutralité blanche, objective, lisse, tranchante de l'historien, les faits que les faits. Elle aussi, évidemment, a son importance. Ce qui m'importe, moi, c'est la confrontation, la disputatio entre les deux, parce que je ne considère pas que l'une est supérieure à l'autre. Je considère que ce qui est intéressant, c'est le réel et la réalité, la vérité et le vrai, c'est-à-dire l'humanité, la nécessité qu'on a de prendre des distances avec ce qui peut être insupportable. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas. On peut lire cette histoire de manière tangentielle, pas forcément en face, parce que comme le soleil ou comme le néant, ça brûle ou ça absorbe, quoi. Mais que les deux puissent exister. Mais c'est vrai que l'historien aussi ne dira jamais la part d'affect qui pouvait exister dans cette histoire. Le subjectif est évidemment
complexe, dans le sens où il dit à la fois la vérité profonde, viscérale, et en même temps, oui, il prend des accommodements, mais peut-être plus à son insu, de manière inconsciente avec la réalité, oui.